Vamos a empezar con la primera conferencia que da inicio a estas jornadas. Es la conferencia de Francine Purel. Francine en realidad no puede estar en este momento con nosotros justamente por el cambio de programa que tuvimos que hacer. Estaba convocada para el miércoles y hoy tener una fiesta particular, cultural, no ha podido estar, pero por supuesto que nos dejó su grabación y vamos a contar con la interpretación de esta conferencia, así que agradecemos muy especialmente a las colegas que van a hacer este trabajo, Ana María Gentile, María Eugenia Grimaldi y Daniela Espoto Zavala, que nos van a ofrecer justamente la interpretación de la conferencia en francés de José Santiago. Presento brevemente en francés para el público francófono y después en español. Bon alors, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui Francine Sicurel, linguiste et figure de proue dans le domaine de la didactique du français comme langue étrangère. Madame Sicurel a consacré sa recherche à explorer les dynamiques de l'enseignement des langues et à développer les approches innovantes pour améliorer les pratiques pédagogiques. Bueno, buenos días a todos. Es con un gran placer que presento a Francine Sicurel, lingüista y representante en el campo de la didáctica del francés como lengua extranjera. La señora Sicurel consagró sus investigaciones en explorar las dinámicas de la enseñanza de lenguas y en desarrollar perspectivas innovadoras para mejorar las prácticas pédagogiques. Elle est professeure émérite et chercheuse à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, où elle a enrichi le champ de la linguistique appliquée avec ses recherches approfondies et ses publications influentes. Bueno, es profesora emérita e investigadora de la Universidad de Sorbonne Nouvelle y enriqueció el campo de la lingüística aplicada con sus investigaciones desde hace muchísimos años y sus publicaciones de gran relevancia en los estudios justamente de la lingüística aplicada y la didáctica de las lenguas. Es directora de investigación del doctorado de didáctica en lenguas y culturas, y sus trabajos dieron lugar a muchas investigaciones en torno a las interacciones en la clase de lengua extranjera, de las lenguas y culturas. Les quiero decir que hace muy poco se ha hecho una traducción de su último libro, El actuar docente en la enseñanza de lenguas, de la editorial El Hacedor. Este libro va a estar a la venta en la mesa de publicaciones. Por lo que, bueno, si les interesa, pueden hacerse el libro en español, que creo que puede ser muy beneficioso, de mucho interés para el público aquí presente. Bueno, les agradezco y doy mi lugar a la conferencia. Observation et réflexion que j'ai voulu faire à propos de l'évolution dans la vie professionnelle. Je voudrais remercier les organisateurs du colloque de m'inviter à y participer à la manifestation de loi. Alors, je pense que vous aurez cette copie sur lesquelles figurent d'abord le plan de mon exposé, puis quelques définitions et ensuite des paroles de professeur. Ma conférence s'intitule L'agir professoral entre rationalité et émotion, une approche goffmanienne, donc elle est inspirée du sociologue Andrew Goffman.
Quel est le moteur d'une action? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Raison, instinct, obligation, sollicitation de l'autre, les réponses sont multiples. Précisons donc notre question. Qu'est-ce qui motive une action d'enseignement? Quelle est sa structure? Est-ce qu'elle est planifiée totalement, en partie? Quelle est la part de surprise? Quel rôle jouent les émotions? Depuis quelques années, mon thème de recherche porte sur le métier d'enseigner. Il s'agit d'une action de transmission des savoirs sous une forme dialoguée entre un professeur et son public. C'est une action planifiée, préparée, mais que se passe-t-il au niveau du ressenti des protagonistes? Je vais donc tenter d'entrer dans l'univers intérieur, dans le ressenti qui peut être celui d'un professeur. De quoi s'agit-il? Joie, enthousiasme ou déception, tristesse, peur ou tout à la fois? Alors, mon plan, vous le voyez sur votre photocopie. D'abord, l'interaction en classe vue comme une interaction ordonnée, et puis ensuite une bonne partie qui va être consacrée aux théories de Erwin Goffman, notamment j'expliquerai ce que sont les processus de figuration. Ensuite, une partie qui va être constituée par un commentaire des extraits de paroles des professeurs ou les questions d'émotion. Et enfin, la dernière partie, pourquoi la situation de classe engendre-t-elle des émotions? Alors, Queridos participantes, estoy muy feliz de poder exponer algunas observaciones y reflexiones que he podido hacer a propósito del rol de las emociones en el actuar docente. Quisiera agradecer a la organización de este hermoso evento por haberme invitado a participar, aunque sea de lejos. Supongo que tendrán esta fotocopia sobre la que figura en primer lugar el plan de presentación, luego algunas definiciones y finalmente la palabra de los profesores. Mi conferencia se titula El actuar docente entre racionalidad y emociones, un enfoque goffmaniano. Se inspira en el sociólogo Erwin Goffman. ¿Cuál es el motor de una acción? ¿Qué nos impulsa a actuar? ¿La razón, el instinto, la obligación, la petición de otra persona? Hay muchas respuestas, así que aclaremos nuestra pregunta. ¿Qué motiva una acción docente? ¿Cuál es su estructura? ¿Está total o parcialmente planificada? ¿En qué medida es una sorpresa? ¿Y qué papel desempeñan las emociones? Desde hace algunos años mis investigaciones se centran en la profesión docente. Se trata de la transmisión de conocimientos en forma de diálogo entre un profesor y un público. Es una acción planificada, preparada. Pero, ¿qué ocurre con los sentimientos de los protagonistas? Así que voy a intentar entrar en el mundo interior, en los sentimientos de un profesor. ¿De qué se trata? ¿Alegría, entusiasmo, decepción, tristeza, miedo o todo a la vez? Mi plan lo ven en la fotocopia. En primer lugar, la interacción en clase vista como una interacción ordenada. Luego, una buena parte será dedicada a las teorías de Erwin Goffman. En particular, voy a explicar qué son los procesos de figuración. Seguidamente, una parte sobre comentarios, fragmentos de los profesores, donde se dejan ver las emociones. Finalmente, la última parte sobre por qué la situación de clase genera emociones. ma première partie, c'est l'interaction en classe, une interaction ordonnée. L'action d'enseigner est une action qui se veut rationnelle. Elle a donné lieu à de nombreuses descriptions et je reprends certains aspects montrant que c'est une action préparée, en partie prévisible et qui comporte de nombreux rituels. Au fil des observations du comportement langagier des participants, on est parvenu à dégager des traits caractérisant l'interaction en classe. Je vais en donner 6. Alors, il s'agit d'une interaction à visée cognitive. L'un des participants, le professeur, l'autre, un élève, apprennent. Le but est toujours un accroissement du savoir de l'autre. Deuxième trait, c'est une interaction où les rapports de place sont déterminés par le statut des participants et par leur degré d'expertise reconnue. Une place au professeur et la place des élèves.
L'interaction dans ces éléments caractérisée par la présence de participants ayant un statut actif. Il y a parfois un travail de négociation des places, plus ou moins intense, suivant le contexte d'enseignement, la discipline, la culture éducative, les styles personnels. Troisième trait, l'interaction se fait dans un cadre contraignant, qui est celui de l'institution. Il y a des programmes, des horaires, des manuels. Et elle ne peut se dérouler que dans un temps limité. Le savoir est délivré et doit être reçu dans un temps fixé par l'institution. Mi primera parte es la interacción en clase, una interacción ordenada. La acción de enseñar es una acción que pretende ser racional. Ha dado lugar a muchas descripciones y retomaré algunos aspectos que demuestran que se trata de una acción preparada, en parte previsible, que implica muchos rituales. A lo largo de la observación del comportamiento lingüístico de los participantes, hemos logrado identificar una serie de rasgos que caracterizan la interacción en el aula. Y voy a enumerar 6 de ellos. En primer lugar, es una interacción cognitiva. Uno de los participantes, el profesor, quiere que el otro, un alumno, aprenda. El objetivo es siempre aumentar los conocimientos del otro. En segundo lugar, se trata de una interacción en la que las relaciones del lugar vienen determinadas por el estatus de los participantes y su grado de experiencia reconocida, el lugar del profesor y el lugar de los alumnos. La interacción docente se caracteriza por la copresencia de participantes con estatus asimétricos. En ocasiones se produce una negociación de lugares más o menos intensa en función del contexto de enseñanza, la disciplina, las culturas educativas de los participantes y sus estilos personales. En tercer lugar, la interacción se produce dentro de un marco restrictivo que es el de la institución. Hay programas, horarios, libros de texto, que solo tienen lugar durante un periodo de tiempo limitado. El conocimiento se entrega y debe recibirse dentro de un plazo establecido por la institución. En cuarto lugar, la interacción está planificada. Expert, professeur, influence, et cette planification est en quelque sorte mise à l'épreuve. Et nous l'avons avec des partenaires qui sont coopératifs ou réduits. Cinquième point, un cours de langue donne lieu à l'émergence d'activités didactiques. En effet, la langue, pour devenir une discipline enseignée, doit se mouler dans des schémas d'activités de classe. Une activité didactique se caractérise par la présence de consignes, un faire-faire et généralement d'une évaluation. Sixième point, nous sommes en face d'un régime discursif particulier. La classe de langue est un univers de langage où l'attention porte sur les mots, les expressions, la grammaire, d'où une dimension métalinguistique importante. On y observe la production d'un discours sur les règles grammaticales, sur les mots, sur les images. C'est la langue qui fait obstacle à la communication, puisque les participants en ont une connaissance inégalement partagée, mais la langue est aussi ce qui motive et crée les conditions de la communication. Tous les classes demandent une extrême attention de la part des participants qui sont constamment sollicités, dans un même temps, sur le contenu du message, sur sa forme et sur le format de l'intention. Cependant, si la présente description semble indiquer qu'il y a une certaine rigidité du cadre, la réalité de la classe est tout autre. Des événements viennent s'introduire dans ce cadre, cherchant à le modifier de telle sorte que les surprises interactionnelles sont toujours possibles dans un cours de langue. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, il peut y avoir une mise en question
de l'ordre didactique dont nous avons parlé au début de cette conférence. Nous sommes dans une action supposée rationnelle préparée, et il y a de place, et comment et où il y a de place pour les leçons. En cuarto lugar, la educación está planificada. El experto interactuante tiene un programa, un plan. De cierto modo, esta planificación se pone a prueba durante la clase y el encuentro con participantes cooperativos o resistentes. En quinto lugar, una clase de lengua da lugar a actividades didácticas. Para que la lengua se enseñe como asignatura, debe moldearse en esquemas de actividades en el aula. Una actividad didáctica se caracteriza por la presencia de instrucciones, algo que hacer, y generalmente por una evaluación. No se trata de un régimen discursivo particular. La clase de lengua es un universo lingüístico en el que la atención se centra en las palabras, las expresiones, la gramática, etc. De ahí una importante dimensión metalingüística. Asistimos a la producción de un discurso sobre las reglas gramaticales, sobre las palabras, sobre el uso. La lengua es el obstáculo para la comunicación. El conocimiento que los participantes tienen de ella está desigualmente repartido, pero al mismo tiempo es lo que motiva y crea las condiciones para la comunicación. Todas las clases requieren la máxima atención por parte de los participantes, que se ven constantemente interpelados al mismo tiempo por el contenido del mensaje, su forma y el formato de la interacción. Sin embargo, aunque esta descripción parece indicar que existe cierta rigidez en el marco, la realidad del aula es bien distinta. Los acontecimientos se introducen en este marco tratando de modificarlo, de modo que las sorpresas interaccionales son siempre posibles en una clase de idiomas. Las cosas no siempre salen según lo previsto. Así que el orden didáctico del que hablábamos al principio de la conferencia podemos cuestionarlo. Se supone que nuestras acciones deben ser racionales y preparadas, pero ¿hay lugar para la emoción? J'en arrive à la deuxième partie, qui est la vision de Goffman, de Erving Goffman. Erving Goffman est un sociologue canadien que l'on place dans le courant de l'interactionnisme symbolique, et il nous a rendu particulièrement sensibles à la question du risque dans la société. Bien des comportements sociaux sont à interpréter, selon Goffman, par le souci que montre l'individu à ne pas perdre la face et à ne pas la faire perdre aux autres. C'est facile lorsqu'on perd la face, lorsque l'image que l'on a de soi est compromise et ne correspond plus à l'image que l'on dit de nous. Eh bien, il s'ensuit des réactions de déni, d'embarras, de peur, voire de colère, qui appartiennent au registre de l'émotion. Inversement, lorsque l'image du moi est confortée et même améliorée à la suite d'une réussite ou d'une performance, c'est l'émotion positive qui surgit. Alors, je vous ai mis une première définition sur votre exemplaire. Alors, je n'ai pas donné la référence pour laquelle je m'appuie pour Goffman, c'est son livre « Les rites de l'interaction ». Alors, je vais lire la deuxième définition. Sur les exemplaires, vous avez quelques définitions. La deuxième, action et routine. Je lis donc la définition de Goffman. L'action, je l'ai dit, se rencontre partout où l'individu prend en connaissance des causes des risques importants et apparemment évitables. D'ordinaire, l'action est absente de la routine journalière, professionnelle ou domestique. L'organisation tend à en inclure le risque. Alors,
Esto me lleva a la segunda parte, que es la visión de Erving Goffman. Es un sociólogo canadiense perteneciente a la corriente del interaccionismo simbólico. Nos ha hecho prestar especial atención a la cuestión del riesgo en la acción. Según Goffman, gran parte del comportamiento social puede interpretarse en términos de la preocupación del individuo por no quedar mal o hacer quedar mal a los demás. ¿Qué ocurre cuando quedamos mal? Cuando la imagen que tenemos de nosotros mismos se ve comprometida y deja de corresponder a la que nos gustaría proyectar. Se producen reacciones de confusión, de vergüenza, miedo e incluso ira. Todas ellas del registro de las emociones. Por el contrario, cuando la imagen de uno mismo se ve reforzada e incluso mejorada tras un éxito o una actuación, es la emoción positiva la que surge. Les puse una primera definición en la fotocopia con los ejemplos. No puse la referencia sobre la que me basé, pero es el libro de Goffman, Los mitos de la interacción. Voy a leer la segunda definición, acción y rutina. La acción, como he dicho, se encuentra allí donde el individuo asume a sabiendas riesgos importantes y aparentemente evitables. Por lo general, la acción está ausente de la rutina diaria, profesional o doméstica. La organización tiende a excluir el riesgo. La dernière phrase tend à en inclure le risque, l'organisation. Donc, Goffman, une véritable action est par exemple une compétition sportive, un cambriolage, jouer au casino, là où il y a des risques. Pour réduire le risque, que faire? Eh bien, on se prépare. Par exemple, l'entraînement ici. S'il y a des activités didactiques bien encadrées, cela réduit le risque que quelque chose arrive auquel le professeur ne serait pas préparé et qui lui fait courir le risque de perdre la face. Alors c'est vrai qu'un exercice de grammaire bien structuré réduit le risque. Encore que l'on peut vous demander pourquoi la langue fonctionne ainsi et non autrement, et que ça peut être une simple qui susciterait l'émotion. Alors, en cas de langue, malgré la préparation, pourquoi l'action n'est-elle pas prévisible? Eh bien, parce qu'il y a dialogue et donc émergence de la parole de l'apprenant qui est non contrôlable. Si l'action au sens de Goffman, vraiment une prise de risque importante en est plus, une interaction d'apprentissage, de par sa ritualisation, sa préparation, ne devrait pas générer d'état émotionnel. Or, l'appel à l'expérience personnelle fait apparaître que des émotions sont incontestablement liées à la situation d'enseignement. Vous n'avez qu'à penser à vous-même en train d'enseigner. Émotions négatives, gêne, crainte, peur, honte, ou émotions positives, joie, enthousiasme, plaisir, etc. Alors, una acción real es una competición deportiva, un robo, jugar en el casino, donde hay riesgo. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo? Nos preparamos. Por ejemplo, en un entrenamiento deportivo, nos anticipamos. En el aula, si hay rutinas y actividades docentes bien organizadas, se reduce el riesgo de que ocurra algo para lo que el profesor no está preparado y que lo haga correr el riesgo y quedar mal. Así que es cierto que un ejercicio de gramática bien estructurado reduce el riesgo, aunque puede que te pregunten por qué la lengua funciona como funciona, lo cual puede ser una pregunta incómoda. Pero en clase de lengua, ¿por qué no es previsible la acción? Porque hay diálogo y, por tanto, la aparición del habla del alumno que no se puede controlar. Si se excluye la acción en el sentido de Goffman, asunción de riesgos, una
interacción de aprendizaje, en virtud de su ritualización y preparación, no debería generar estados emocionales. Sin embargo, la experiencia personal demuestra que las emociones están indiscutiblemente ligadas a la situación de enseñanza. Hay emociones negativas, como la vergüenza, el miedo escénico, o emociones positivas, alegría, entusiasmo, placer. Constater son notion de classe, ce qui a été mon cas. D'abord, on s'aperçoit qu'il n'est pas facile d'observer la manifestation d'émotions. En réalité, les protagonistes se trahissent par des marques mimo-gestuelles, des hésitations, des rires ou certaines stratégies discursives destinées à camoufler ou contourner l'émotion. Alors, je vais donner quelques exemples de ce qu'on peut observer. Il s'agit essentiellement du rire, extrêmement fréquent dans une interaction d'enseignement-apprentissage d'une langue, ayant des fonctions diverses. Par exemple, masquer la gêne, remplir un silence ou après une épreuve. Le rire est, selon moi, davantage la manifestation de l'embarras plutôt que la manifestation de la joie. Alors, on peut aussi observer des hésitations, des refus de répondre, des silences, des pauses longues. On peut observer des stratégies d'évitement manifestées par des changements de thème ou lorsqu'on prétend ne pas entendre. Et puis, on peut voir des signaux comme le bégaiement, la parole répétée, les manières de traiter un thème ou de le contourner qui montrent un trouble. Ceci nous montre. Je n'ai pas d'exemple là parce qu'on va aller à d'autres exemples, mais ceci nous montre qu'il est bien possible de lire directement l'émotion dans l'interaction. Celle-ci demande interprétation et doit se faire avec une certaine prudence. Même interroger les sujets peuvent peindre l'émotion ou à l'inverse vouloir les cacher. Une règle interactionnelle classique semblait de censurer ou d'atténuer l'expression des émotions. Alors, ¿Qué descubrimos al observar clases? Ese fue mi caso. En primer lugar, te das cuenta de que no es fácil observar la expresión de las emociones. En realidad, los protagonistas se traicionan a sí mismos a través de gestos faciales, vacilaciones, risas o ciertas estrategias discursivas destinadas a camuflar o omitir la emoción. Esencialmente son la risa. Es extremadamente común en la interacción enseñanza-aprendizaje de idiomas y tiene varias funciones. Puede enmascarar la vergüenza, llenar un silencio o después de un error. La risa es más una manifestación de incomodidad que de simple alegría. También pueden observarse vacilaciones y negativas a contestar, silencios, pausas largas, estrategias de evasión, como cambiar de tema o fingir no oír, tartamudeo, repetición del discurso, signo de vergüenza, formas de abordar un tema, de eludirlo, que ponen de manifiesto una perturbación. Esto nos demuestra que apenas es posible leer la emoción directamente en la interacción. Requiere interpretación y debe hacerse con extrema precaución. Incluso cuando se les pregunta, los sujetos pueden fingir emociones o, por el contrario, querer ocultarlas. Una regla interaccional tácita parece ser censurar o atenuar la expresión de las emociones. on arrive à la troisième partie. Non, je ne suis pas à la troisième partie. Je suis toujours, excusez-moi, dans Goldman, et je voudrais vous parler des processus de figuration, ce qu'on appelle en anglais le face work, et essayer de vous dire ce que ça donne en classe. Alors, pour Goldman, dans toute société, les membres du groupe social ont ce qu'il appelle un répertoire figuratif, c'est-à-dire une certaine connaissance de l'emploi de la figuration, et la figuration, c'est préserver sa face. Alors, je me propose de vous lire
la définition de Goffman, ça, c'est que vous pouvez lire en même temps que moi, sa figuration, face word, j'entends désigner tout ce qu'entreprend une personne pour que ses actions ne fassent perdre la face à personne, y compris à elle-même. La figuration sert à parer aux incidents, c'est-à-dire aux événements dont les implications symboliques sont effectivement un danger pour la France. Vuelvo a Goffman para hablar de lo que él llama los procesos de figuración como autodefensa. Es de lo que se dice en inglés el face work, la imagen de sí. Para Goffman, en cualquier sociedad, los miembros del grupo social poseen un repertorio figurativo, es decir, cierto conocimiento del uso de la figuración. Y la figuración es mantener la imagen. Les leo la definición que tienen en la fotocopia de Goffman del proceso de figuración. Entiendo por figuración, face word, todo lo que emprende una persona para que sus acciones no desprestigien a nadie, incluyendo a ella misma. La figuración sirve para remediar los incidentes, es decir, los acontecimientos cuyas implicancias simbólicas representan efectivamente un peligro para la imagen. Alors bon, je dis juste en passant que lire Goffman, c'est très intéressant aussi pour comprendre tout le fonctionnement social et pas seulement le fonctionnement de la classe. Alors, je vais vous donner deux types de figuration, deux principaux types de figuration. En général, hein, je ne dis pas de la classe. Hein. Le premier type de figuration, c'est l'évitement. On ne va pas perdre la face, tout ce qu'on fait, on évite les sujets ou les activités gênantes. On change de conversation au moment opportun, on laisse inexprimer les faits qui pourraient gêner, et si une personne perd contenance, on se détourne pour lui donner le temps de se reprendre. Par exemple, un professeur peut faire comme s'il n'entend pas si bien il dit aussi. Deuxième grand type de figuration, c'est ce que Goffman appelle la réparation. Alors, Goffman distingue 4 mouvements canoniques dans l'échange préparateur lorsqu'il y a une offense. Alors, il y a d'abord la sommation. La sommation, c'est lorsqu'on attire l'attention sur la faute. Deuxième mouvement, c'est l'offre. Celui qui a offensé offre de se punir, en quelque sorte, pour effacer ce qu'il a fait. Troisième mouvement, il y a l'acceptation de l'offensé, le remerciement, et ensuite il y a le remerciement, quatrième mouvement, l'amitié manifeste sa gratitude à celui qui lui a parlé. Ça a l'air compliqué, c'est pas du tout. Les quiero decir el pasaje que leer a Goffman es muy interesante para comprender también el funcionamiento social y no solo el de la clase. Les voy a dar los dos tipos principales de figuración, no solo para la clase, sino en general. Uno es la evasión. Se descartan los temas o actividades incómodos. Se cambia de conversación en los momentos oportunos, se dejan sin mencionar hechos que podrían resultar incómodos, y si una persona pierde la compostura, se aparta para darle tiempo a recomponerse. Por ejemplo, el profesor puede fingir que no oye si se pronuncia una digresión. El otro tipo de figuración es la reparación. Goffman distingue 4 movimientos canónicos en el intercambio reparador cuando se comete una ofensa. La llamada de atención, durante la cual se llama la atención sobre la falta. El ofrecimiento de disculpas, que es una forma de borrar la importancia del acto. La aceptación del ofendido y el agradecimiento. El absuelto expresa su gratitud a quien le ha perdonado. Pondré un ejemplo. L'acceptation de l'offensé, le remercier, et ensuite il y a le remerciement, quatrième mouvement, l'amitié manifeste sa gratitude à celui qui lui a parlé. Ça a l'air compliqué, c'est pas du tout compliqué. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je bouscule quelqu'un, sans faire exprès, je bouscule, c'est l'offense. Celui qui est offensé fait un mouvement, une grimace pour montrer qu'on l'a bousculé. C'est la sommation.
Moi, j'ai bousculé, alors je m'excuse, je ramasse le sac, et je fais quelque chose. J'offre aux autres une remarque. L'autre qui a été offensé, il accepte, il dit cela ne fait rien, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, etc. Et puis l'autre dit ah merci, et l'incident est clos. Vous voyez, il y a 4 minutes. Alors, en situation d'enseignement, il pourrait y avoir beaucoup de sens, car on demande, on oblige un auditeur à parler, même quand il n'a pas envie de parler, et on le juge ensuite pour sa prestation verbale. Il n'est donc plus protégé. Or, dans une interaction normale, l'appréciation négative est susceptible de créer une rupture du lien avec l'autre. Hein? Si vous critiquez l'autre, l'autre se passe et ça peut faire des problèmes. Alors, comment s'effectue le travail de figuration du face work dans l'interaction en classe? La neutralisation de l'autre potentiel s'accomplit en amont, avant, si vous voulez, du fait de la préconnaissance des rôles de chacun. Le candidat apprenant sait que sa prestation comportera des erreurs, que la correction est faite pour l'aider et non pas pour le penser, et cette correction garantit même l'apprentissage, et cela ne portera pas atteinte à sa place. Cela dit, il faut quand même y avoir une fixation dans la classe. Hein. Et, disons-le, les règles interactionnelles ne sont pas les mêmes en classe qu'à l'extérieur. Par exemple, en classe, on complimente tout. Entonces, el ejemplo de la reparación. Empujo a alguien, es una infracción, una ofensa. Primer movimiento. Hace un movimiento que demuestra que lo han empujado. Una expresión en la cara o en el cuerpo, eso es la llamada de atención. Segundo, la persona que ha empujado a alguien se disculpa y recoge el bolso, la cartera, lo que se haya caído y se ofrece a reparar el daño. Tercero, el otro acepta, dice que no importa, que no es grave. Y cuarto, da las gracias. Y el incidente ha terminado. En una situación de enseñanza puede haber ofensa porque se pide u obliga a un orador a hablar, incluso cuando no quiere hablar. Entonces se le juzga por su rendimiento verbal. Por lo tanto, ya no está protegido. En una interacción normal es probable que una evaluación negativa rompa el vínculo con la otra persona. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el face work en la interacción en clase? La neutralización de la posible ofensa se consigue de manera previa, antes, mediante el conocimiento previo del papel de cada uno. El alumno sabe, el aprendiente no sabe que habrá errores en su actuación, que la corrección está pensada para ayudar e incluso garantizar el aprendizaje y que esto no perjudicará su imagen, aunque esto no siempre evita que se produzcan ofensas en la clase. Digamos entonces que las reglas de interacción en el aula no son las mismas que fuera de ella. Por ejemplo, en clase se hacen muchos cumplidos. Non, j'en arrive à ma troisième partie. Que disent les professeurs sur l'émotion? Et je vais vous montrer ce que j'ai observé en travaillant directement sur des paroles de professeurs. Je commence par rappeler que l'interaction didactique met en relation 2 types de partenaires. L'enseignant est supposé avoir une place haute, mais cette place ne lui est pas réservée à jamais ou à la défense. Si sa compétence est mise en question, il perd la place. Hein? Il risque de perdre sa place haute. Alors, mon corpus, dont sont extraits les paroles de professeurs, est donc constitué de paroles de professeurs qui font un commentaire sur leur propre cours qui a été filmé au cours de ce qu'on appelle des entretiens d'auto-confrontation. Lorsqu'on donne à l'enseignant l'occasion de commenter son cours, il parle essentiellement de sa manière de faire, de sa conduite de l'action pédagogique, de la façon dont il
apprenants réalisent de son plan de la relation éducative pas tellement des émotions. J'ai donc recherché dans mon corpus les termes qui tournent autour d'émotions et j'ai trouvé, je me suis arrêtée à l'occurrence de termes comme peur, stress, satisfaction, confiance, angoisse. Bien, bueno, llegamos a la tercera parte. ¿Qué dicen los profesores respecto de la emoción o las emociones? Voy a mostrarles lo que observé trabajando directamente con los testimonios de profesores que comentan lo que hicieron. Empezamos por recordar que la interacción docente implica dos tipos de interlocutores. Se supone que el profesor tiene una posición elevada, pero esta posición no le está reservada para siempre y tiene que defenderla. Si se cuestiona su competencia, pierde el prestigio o cae su imagen y corre el riesgo de perder su elevada posición. Mi corpus está formado por los testimonios de profesores que comentan sus propias clases filmadas, en lo que se conoce como entrevistas de autoconfrontación. Hay que decir que no se perciben muchas huellas de emoción. Cuando los profesores tienen la oportunidad de comentar sus clases, hablan principalmente de su forma de hacer las cosas, de cómo llevan a cabo su enseñanza, de cómo reaccionan los alumnos, de su plan y de la relación educativa, pero no realmente de las emociones. Busqué entonces en mi corpus los términos relacionados con las emociones. Encontré palabras como miedo, estrés, satisfacción, ansiedad. Alors, les extraits que j'ai sont des paroles de professeurs des corpus de différents professeurs. Ce n'est pas seulement un seul professeur, mais ce sont toujours des cours de français qui sont donnés à des adultes en France. Avec des enfants, je suppose que ça ne donnerait pas la même chose. Alors, je vais commencer par l'extrait 1, où il y a l'expression de la peur. Voyons de quoi on a peur. Cet enseignant de français qui s'adresse à un public d'étudiants chinois. Donc c'est l'extrait 1 que j'ai intitulé « Leur peur me fait peur ». Alors, je pense, je lis. Hein. Alors je sais, je n'attends pas assez, c'est-à-dire que je veux leur laisser plus de temps. C'est mon défaut. J'ai tellement peur, alors je ne sais pas, tellement peur qu'elle se noie, qu'elles aient peur, ou je ne sais pas, leur peur me fait peur. En tout cas, je ne les laisse pas assez mariner, entre guillemets, dans une espèce de sans repère. Il faudrait l'exercice, il faudrait qu'elles acceptent de se perdre un peu et de trouver après. D'accord. Ce temps, finalement, peut-être que je sens trop leur trouille, j'en sais rien, mais je ne le mène pas jusqu'au bout. Alors, un peu plus loin, on fait un autre commentaire sur la culture chinoise, parce que très souvent dans la culture, je pense que dans la culture asiatique, je mets ça avec énormément de guillemets, je ne sais pas, elles ont très peur de se tromper, il y a un rapport à l'erreur. Et enfin, un troisième extrait, c'est toujours le même professeur, et vous l'avez pour votre éclaircier, je fais un effort, et là, le silence, là, du coup, ça commence à mourir. Voy a dar algunos ejemplos de lo que encontré en lo que decían los profesores. Nótese que se trata de clases de francés impartidas a adultos en Francia. Pienso que con los niños no sería el mismo resultado. Así que voy a empezar dándoles un ejemplo, un extracto. Algunos tienen ya una hojita donde están estos ejemplos, en el que se expresa el miedo. Veamos qué teme esta profesora de francés cuando habla con los alumnos chinos. El extracto 1 lo llamé "Su miedo me da miedo". Leo el ejemplo. Ahora sé que no estoy esperando lo suficiente, es decir, que debería darles más tiempo, es culpa mía, debería darles más tiempo. Es culpa mía, tengo tanto miedo, así que no sé, tanto miedo de que se pierdan, eso de que tengan miedo, o no sé, su miedo me da miedo. En cualquier caso,
No los dejo macerar lo suficiente en una especie de sin orientación. El ejercicio sería que aceptaran perderse un poco y encontrarse a sí mismos. Y luego aceptar, esta vez, por fin puedo, quizás siento demasiado su miedo, no sé, pero yo no los veo hasta el final. Luego, más tarde, hace ella un comentario sobre la cultura china y dice, porque muy a menudo en la cultura china, creo que es en la cultura asiática, pero estoy poniendo, con un montón de comillas, no sé, tienen mucho miedo de cometer errores. Hay una relación con los errores. Finalmente, el tercer fragmento, siempre el mismo profesor, que también lo tienen para seguir en la hoja. Vous savez là, le terme peur qui est prononcé 6 fois en très peu de temps, ainsi qu'une occurrence du mot argotique d'argot trouille. Mais de quoi a peur cet enseignant? Cet enseignant. Elle est en train de commenter sa difficulté à laisser le silence s'installer de façon à laisser aux apprenants le temps de travailler et de réfléchir. Elle se met à la place des apprenants et elle s'inquiète pour elles. Est-ce qu'elles vont pas se noyer? Est-ce qu'elles vont accepter de se perdre, de ne pas trouver la solution tout de suite? Et ensuite, elle évoque la culture asiatique pour laquelle l'erreur et le risque de l'erreur fait perdre la face. Au passage, dans la culture asiatique, le sens de l'honneur et de perdre la face est extrêmement important. Et finalement, par un sentiment d'identification très fort, elle en arrive à ressentir, elle aussi, une émotion de peur et d'angoisse. Et elle dit, leur peur me fait peur. Et nous allons retrouver plusieurs fois, en tout cas, j'ai retrouvé plusieurs fois, ce qu'on peut appeler une émotion par transfert. En este ejemplo, en el que acabamos de decir, la palabra peur, miedo, se pronuncia 6 veces en muy poco tiempo. También aparece una palabra del argot con el mismo significado que estuye, miedito, dice en el ejemplo. ¿Pero de qué tiene miedo esta profesora? Habla de su dificultad para dejar que el silencio se instale para dar tiempo a los alumnos a trabajar. Pero se pone en el lugar de los alumnos y se preocupa por ellos. ¿No se perderán? ¿Aceptarán perderse? ¿No encontrar enseguida la solución? Evoca la cultura asiática donde los errores, el riesgo del error, hacen caer la imagen. Entre paréntesis, en la cultura asiática la cuestión del honor y de la imagen es extremadamente importante. Finalmente, a través de un sentimiento de identificación muy fuerte, ella misma llega a sentir una emoción de miedo y angustia. Y es ella quien dice, su miedo me da miedo. Vamos a encontrarnos una y otra vez con esta emoción por transferencia, como la llamo yo. Dans ce cas, que je vous propose, c'est une chose, l'enseignant fait travailler les élèves. Elle fait lire une phrase et elle insiste pour que ses étudiants y mettent des émotions. Alors, on note ici un certain vocabulaire des émotions, mais je vais aller vite. Vous voyez, donc, enseigner l'intonation des émotions. Donc, elle fait travailler une phrase, et je lis, je la fais répéter en colère, en pleurant, je la fais répéter, ivre, on est ivre et on a bu un coup de trop. Dans un autre extrait, toujours le même professeur, elle fait une remarque sur l'expression d'émotion. Et c'est pas normal de chuter comme ça à l'oral. Parce que dès qu'on est ému, dès qu'on est excité, dès qu'on est enthousiaste, dès qu'on est en colère, la voix monte. Donc ça, c'est un cas un peu particulier, ce serait autour de l'enseignement des émotions. Je passe au troisième extrait que j'ai appelé les bienfaits du stress. Alors,
Je vais donc lire cet extrait du professeur. Alors, chez les adultes, Bien, el segundo caso que propongo es bastante diferente. La profesora trabaja la expresión de las emociones. Hace que los alumnos lean una frase e insiste en que le pongan emoción. Lo que observamos aquí es el uso del vocabulario de las emociones. Voy a ir rápido en este ejemplo. El extracto 2, el que llamé enseñar la entonación de las emociones. Leo el ejemplo. Que permiten repetir, reelaborar la frase de diferentes formas, pero siempre con la idea de que hay que repetirla. Así que lo hago repetir. Enfadado, llorando, lo hago repetir borracho. Estamos borrachos y nos hemos tomado una copa de más. Otro ejemplo sobre la entonación. En este otro fragmento, la misma profesora hace una observación sobre la expresión de la emoción. Pero no es normal bajar así cuando hablas, porque en cuanto te emocionás, cuando te ilusionás, cuando te entusiasmas o cuando te enojas, la voz sube. Así que este es un caso un poco especial. Se trataría de enseñar la expresión de las emociones. Ahora voy a pasar a un tercer ejemplo que llamé los beneficios del estrés. Así que voy a leer el testimonio del profesor. L'enseignement des émotions. Je passe au troisième extrait que j'ai appelé les bienfaits du stress. Alors, je vais donc lire cet extrait du professeur. Chez les adultes, de venir devant le tableau. En fait, au tableau, pour parler, voilà, ça fait bien parce que ça les stresse. Quand on est stressé, on parle bien de quoi? Quand on est stressé, il y a des gens qui croient que quand on est stressé, on parle mal. Moi, je crois que quand on est stressé, on parle bien, parce qu'on est obligé de bien réfléchir. Et surtout, ils m'ont dit à la préfecture de police, ils sont stressés. Moi, je dis, ça va, hein, c'est un dialogue, c'est pas un examen. Mais eux, ils m'ont dit, ah, je suis très stressée, très stressée. Donc, j'ai vu, quand je vois les policiers, j'ai peur. Je dis, non, c'est pas la peine, en fait. C'est pour les habituer aussi à ce genre de situation. Vous voyez, c'est très intéressant que ce professeur a trouvé que mettre les élèves en situation de stress, ça les préparait à affronter des obstacles, et d'autre part, que le stress, c'était plutôt un moteur pour bien parler. Je vous laisse juger cette affirmation, bien sûr, on peut être d'accord ou pas d'accord. Bien, bueno, entonces este tercer testimonio llamado los beneficios del estrés. Leo. Los invito a pasar al frente, delante de la pizarra, de hecho, a la pizarra, a hablar. Eso es bueno porque los estresa. Cuando estamos estresados hablamos bien, yo creo. Cuando estamos estresados, al contrario, hay gente que cree que cuando estamos estresados hablamos mal. Yo creo que cuando estamos estresados hablamos bien, porque estamos obligados a pensar bien las cosas. Y sobre todo, muchas veces. Muchas veces me han dicho en la comisaría que están estresados. Cuando ven a los policías, perdón, que están estresados, yo les digo que vale, que es un diálogo, que no es un examen, pero me han dicho, ay, estoy estresado, muy estresado. Cuando veo a la policía tengo miedo. Les digo que no vale la pena. De hecho, también es para que se acostumbren a ese tipo de situaciones. Es muy interesante que este profesor descubriera que poner a los alumnos en situaciones estresantes los preparaba para afrontar obstáculos y que el estrés era un motor para hablar bien. Esto lo dejo a jugar por ustedes, esta afirmación. Por supuesto, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Extrait 4, j'ai appelé ça la thérapie biologique. Alors, ce que propose l'enseignant ici, c'est de rire d'une erreur au lieu d'en souffrir. Encore
pourquoi l'enseignant se met à la place de l'élève qui s'angoisse de l'effet que peut avoir une erreur. Dans l'esprit, il y a une confusion entre cœur et corps. Un élève a dit je tords mon corps au lieu de dire je tords mon cœur. Évidemment, à tout pareil. Et on voit ici, dans l'extrait que je vais vous lire, la circulation entre l'émotion ressentie par l'élève et l'empathie du professeur. Parler en langue étrangère est une heure, sans doute, et l'idée, c'est de convertir cette angoisse en une. Alors, je vais lire l'extrait, je dis là, vous suivez, quand on rit de ses propres problèmes, et on peut même aller jusqu'à caricaturer, s'amuser, caricaturer les problèmes, exemple, il y a la souffrance, on ne peut pas trouver comment dire cœur. Alors on dit cœur, on dit corps. Mais si on se met à en rire, bien sûr, gentiment, si on se met à en rire ensemble en disant, attention, il y a quelqu'un, je te donne mon corps, c'est pas la façon de lui dire, je te donne mon cœur. En général, ça suscite l'hilarité. Et à ce moment-là, c'est plus une montagne, c'est plus une angoisse, c'est plus une peur, on rit de son problème, et ça fait toujours du bien de rire de ses propres problèmes. Ça désamorce l'angoisse de la famille. Bien, estamos en el extracto 4, la terapia de la risa. Lo que propone la profesora es reírse de un error en lugar de sufrir por él. Una vez más, la profesora se pone en el lugar del alumno que está preocupado por el efecto que pueda tener un error. En el siguiente extracto hay una confusión entre la palabra corazón en francés cœur y la palabra cuerpo en francés corps. El alumno dice te ofrezco mi cuerpo en lugar de te ofrezco mi corazón. Evidentemente no es lo mismo. En el extracto que voy a leer pueden ver el flujo entre emoción que siente el alumno y la empatía del profesor. Hablar en una lengua extranjera es sin duda una prueba difícil y hay que convertir esa angustia en humor. Leemos entonces el fragmento 4. Cuando nos reímos de nuestros propios problemas e incluso podemos llegar a caricaturizarlos, divirtiéndonos y caricaturizando el problema. Ejemplo, cuerpo, corazón. Bueno, podemos ahí el sufrimiento, podemos tener el sufrimiento de no encontrar cómo decir corazón. Entonces decimos, se dice corazón, nosotros decimos cuerpo, pero si empezamos a reírnos de ello, por supuesto agradablemente, si empezamos a reír juntos, diciendo, cuidado, atención, si hay alguien que dice te doy mi cuerpo, no es lo mismo decir te doy mi corazón. En general, provoca hilaridad. Y en ese momento ya no es una montaña, ya no es una angustia y ya no es un miedo. Nos reímos de nuestro problema y siempre sienta bien reírnos de nuestros propios problemas. Alivia la angustia de algo. ¿Se puede ver un poco? L'appel à l'émotion va se nicher dans plein de situations. J'en arrive à mon extrait 5, qui est au fond parce que là, c'est plus facile à comprendre. L'extrait 5, j'appelle ça l'angoisse du temps. Et il ne faut jamais oublier qu'enseigner signifie transmettre des contenus dans un temps limité et revient très fréquemment dans les discours des professeurs la question du temps et l'inquiétude parce qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut faire. Alors, ça va aller très vite. Là, vous avez l'extrait 5. Le temps serait, c'est vrai, moi, alors, je travaille déjà depuis 7 mois, mais la seule question qui me gêne, c'est le temps, la gestion du temps. En fait, j'arrive jamais à gérer le temps, c'est très difficile.
Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est les débutants. Et je passe à l'expressif en avant que j'ai appelé ne pas perdre la face. Hein? Bien, se puede ver cómo el hecho de apelar a la emoción se puede encontrar en muchas situaciones. Esto me lleva al testimonio 5, que es casi el más fácil de entender. Lo llamé la angustia del tiempo. Nunca debemos olvidar que enseñar significa transmitir contenidos en un tiempo limitado. Y la cuestión del tiempo se plantea con mucha frecuencia, como podemos ver en el siguiente extracto. Dice el 5. El tiempo es estresante. Es verdad, llevo 7 meses trabajando, pero lo único que me molesta es la gestión del tiempo. De hecho, nunca consigo gestionar el tiempo. Es muy difícil. Así que eso es algo con lo que todos estamos familiarizados, la idea del tiempo. Voy a pasar entonces al testimonio 6. Lo llamé no perder la imagen frente a lo imprevisto. Perdre la face face à l'imprévu. Alors, l'un des risques dans l'enseignement des langues étrangères est de ne pas parvenir à donner une explication convaincante. Par exemple, une explication lexicale, de ne pas pouvoir expliquer un mot. Et voilà ce qu'en dit cette enseignante. Alors, pour vous aider un peu, je vais dire que cette enseignante, elle va dire que ça ne fait rien si on n'arrive pas à donner l'explication tout de suite, mais on a le droit d'aller se renseigner. Mais si, une fois qu'on s'est renseigné, on n'arrive pas à le donner, là, c'est plus grave. Bon. Alors, on va voir comment elle exprime ça. Donc, je lis expressif. Parce que si je ne connais pas le mot et je n'arrive pas à le expliquer, je leur dis que je vais rechercher une autre explication plus précise pour le cours suivant. C'est pas grave de ne pas tout connaître notre professeur. C'est pas possible de tout connaître. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir apporté des solutions de réponse après avoir cherché. Ça va pas bien. Mais il y a toujours la réponse. Ça n'a pas de faire de la face, par exemple. On pourrait penser à faire de la face, c'est pas bien expliqué de toute façon. Quand on est professeur, il y a toujours un moment où on ne se trouve pas assez bon. C'est pas grave. Il faut accepter de ne pas être parfait, c'est plus simple, je trouve, mais ça n'empêche pas de s'améliorer. Donc là, on pourrait commenter cet extrait beaucoup plus longuement, parce que c'est toute une philosophie à propos de l'art d'enseigner, le fait de ne pas tout connaître, de pouvoir s'améliorer, de ne pas être toujours dans la position haute de celui qui sait, et qu'on a le droit de ne pas tout savoir. Uno de los riesgos de enseñar una lengua extranjera es no ser capaz de dar una explicación léxica convincente. Esto es lo que dice esta profesora al respecto. Dirá que no importa si no podemos dar una explicación de inmediato y que tenemos derecho a ir a averiguarlo. Pero si una vez que uno se informó no puede dar una explicación, o no puede dar la explicación, entonces eso es grave. Ok, vamos a ver cómo lo expresa. Leemos el extracto 6 del testimonio 6. Porque si no conozco la palabra y además no se la puedo explicar, les digo que voy a buscar otra explicación más precisa para la próxima clase. No es grave no saberlo todo para un profesor. No es posible saberlo todo. Lo grave es no haber dado soluciones o respuestas después de buscar. Eso no está bien. Pero siempre está la respuesta. No hay riesgo. No hay riesgo de quedar mal, por ejemplo. Se podría pensar en quedar mal, no está bien explicado. En cualquier caso, cuando eres profesor siempre hay un momento en el que sientes que no eres lo suficientemente bueno. No es grave, hay que aceptar que no eres perfecto. Es más sencillo, me parece, pero eso no me impide mejorar. Así que podríamos comentar este testimonio mucho más extensamente, porque es toda una filosofía sobre el arte de enseñar.
el hecho de que no lo sabemos todo, que podemos mejorar, que no siempre estamos en la posición elevada del que sabe y que tenemos derecho a no saberlo todo. Ahora pasamos al testimonio 7. Donc, c'est même, on va passer à l'extrait 7. L'extrait 7, c'est appelé ça l'extrait spontané. Après, j'ai remarqué aussi que dans ce cas, c'est ça aussi des listes. Pour changer les élèves, c'est pas comme les gens pas dit. Dans le cas, c'est pour ça qu'elle n'a pas l'absence des élèves et expressait, écouter ce qu'elle dit. Donc, tu me vois là, en colère, entre guillemets. Je ne suis pas en colère. Je manifeste mon mécontentement pour leur dire que je suis qu'ils ne sont pas nombreux. Et ça suffit pour qu'ils soient à nouveau nombreux au dernier jour. Donc ça, il y a aussi tout un champ à remettre, la théâtralisation des émotions. Hein. J'en arrive au dernier. Bien, entonces el testimonio 7 dice, lo llamé emoción fingida o fabricada. La profesora finge estar enojada para cambiar el comportamiento de los alumnos o finge estar entusiasmada para animarlos. En el siguiente ejemplo, finge que no aprecia la ausencia de los alumnos. Dice así. Así que me ves enojada entre comillas. No estoy enojada. Muestro mi disgusto para decirles que van los chicos. Y eso es suficiente para que la clase siguiente sean más numerosos. Bueno, aquí también hay todo un campo por explorar la dramatización de las emociones. À nouveau nombreux au dernier jour. Donc ça, il y a aussi tout un champ à remettre, la théâtralisation des émotions. Hein. J'en arrive au dernier extrait, que vous avez supporté ce long exposé des paroles du professeur, mais là, l'extrait 8, c'est le dernier, et j'ai appelé cet extrait une stratégie pour donner confiance. Alors, le groupe dans le dernier extrait, il s'agit de se mettre à la place des apprenants et de ressentir ce qu'ils ressentent. Alors, cette enseignante expose la stratégie pour essayer de diminuer la peur des apprenants en montrant sa propre faiblesse pour qu'il n'y ait pas de la langue. Ça, c'est vraiment l'étudier aussi plus à fond, parce que c'est vraiment très Goffman. On ne peut pas faire perdre la face en montrant que soi-même, on l'aurait aussi perdu. C'est très subtil. Donc, je vais vous lire ce dernier extrait, un peu de patience. Et faites attention, parce que c'est quand même très intéressant. Pour un jeune Chinois, les Chinoises de 25 ans, être à Paris, tout d'un coup, dans cette langue, on a étudié 2 ans, 3 ans de chinois en Chine, c'est pas du tout la même chose. C'est pas, ça fait peur, c'est pas facile. Donc, pour leur donner confiance, pour les calmer, pour leur donner du courage, effectivement, de prendre la parole devant moi, et donc, devant tous les autres Français après, de gagner la confiance, je me mets dans cette position, moi, de faiblesse, il faut vous montrer que voilà, par rapport aux Français, vous êtes comme moi par rapport aux Chinois. Esto me lleva al último testimonio. Espero que hayan aguantado esta larga exposición con los ejemplos de los profesores, pero este es el 8 y es el último. Lo he llamado una estrategia para crear confianza. ¿Y de qué trata este último testimonio? Se trata de ponerse en el lugar de los alumnos y sentir lo que ellos sienten. De esta manera, este profesor usa esta estrategia para intentar reducir el miedo de los alumnos, mostrándoles su propia debilidad para que no se avergüencen de la suya. Realmente es un tema que hay que estudiarlo a fondo porque es muy Goffman.
es muy complicado y sutil, dice, voy a leerles este último testimonio. Por favor, tengan paciencia y presten atención porque es muy interesante. Está el ejemplo. Para un joven chino o una joven china de 20, 25 años, estar en París, de repente, en este idioma, aunque haya estudiado chino 1 año, 2 años, 3 años en China, francés, no chino, no es en absoluto lo mismo. No es, da miedo, no es fácil. Así que darles confianza, tranquilizarlos, darles valor efectivamente para hablar delante de mí y por lo tanto delante de todos los demás franceses después. Para ganar confianza, me pongo en esta posición de debilidad también para mostrarles que, bueno, con respecto al francés, ustedes son como yo con respecto al chino. J'en arrive à mon 4e et dernier grand point. Pourquoi la situation de classe engendre-t-elle des ennemis? Alors, ça va être un peu plus court, mais il y aura 4 points. D'abord, la classe de langue est une situation publique. Parler du point de vue. Pour la prise de parole dans un auditoire est susceptible de générer le stress, le trac, la peur de ridicule, la peur de ne pas tenir son rôle. Comme dans toute situation publique, prendre la parole et affirmer son moi aux dépens des autres. Le professeur parle devant ses élèves qui le jugent, on n'échappe pas à cela. Et que doit faire le prof? Il doit affirmer ses prérogatives de prof, son rôle de prof, et correspond à l'image qu'il se fait lui-même de ce que c'est un bon prof. Deuxième point, avoir à s'exprimer dans une langue étrangère. N'oublions pas, vous savez bien, l'interaction qui fait dans le cadre de communication exolingue. Le français n'est pas la langue d'Internet du public. Le français ou l'espagnol, si on a enseigné en France. C'est une communication inégalitaire entre un interactant expert qui connaît la langue et des candidats apprenants, mais aussi entre des apprenants qui n'intègrent pas le savoir à acquérir la même manière. Donc il y a aussi par rapport aux autres. Ce qui est en jeu, c'est l'inégalité des compétences face au savoir et les discours produits ont pour effet de révéler ces inégalités. Parler en langue étrangère hors de la classe et dans la classe d'ailleurs est source de troubles. La peur de ne pouvoir communiquer, d'être privé de langage, cela peut engendrer un sentiment d'exclusion de l'interaction. Et l'angoisse pour un élève est aussi celle d'une forme d'isolement et d'impuissance alors qu'on ne trouve pas ces mots et que le sens échappe à tout moment. Et pour le professeur, il faut gérer cette angoisse et aussi se faire comprendre et comprendre, savoir expliquer dans les bouches. Bien, llegamos al cuarto y último punto. ¿Por qué la situación de clase genera o implica emociones? Veamos de manera rápida estos 4 puntos. El primer punto, en primer lugar, la interacción en clase es una situación pública. Hay que hablar delante de un auditorio y tomar la palabra ante un auditorio puede generar estrés, pánico escénico, miedo al ridículo, miedo de no asumir el papel. Como en toda situación pública, tomar la palabra significa afirmar su yo a expensas del otro. El docente habla ante sus alumnos que lo juzgan. Uno no escapa a eso. ¿Qué debe hacer el docente? Debe afirmar sus prerrogativas de docente, hacer corresponder a la imagen que se hace él mismo de lo que es ser un buen profesor. El punto 2, tener que expresarse en una lengua extranjera. La interacción se hace en el marco de una comunicación exolingüe. El francés no es la lengua materna del público. Es una comunicación desigual entre un interactuante experto que no conoce la lengua y candidatos aprendientes, pero también puede ser desigual entre aprendientes.
Lo que está en juego es la desigualdad de las competencias frente al saber, y los discursos producidos tienen por efecto revelar esas desigualdades. Hablar en lengua extranjera, incluso fuera de la clase, es fácilmente fuente de perturbación. El miedo a no poder comunicar, de estar privado del lenguaje, puede generar un sentimiento de exclusión de la interacción. La angustia para un aprendiente es la de una forma de aislamiento e impotencia. Mientras no se hallan las palabras, el sentido se escapa en todo momento. El docente debe gestionar esta angustia, comprender y hacerse comprender, saber explicar cuando es necesario. Troisième raison pour laquelle là, c'est le fait qu'on oublie. Chacun est exposé au jugement de l'autre. L'élève à celui du professeur, mais aussi à celui de ses pairs, les autres apprenants, et le professeur à celui de sa classe. Toute situation d'enseignement comporte une tension positive ou négative, et le travail, qui est ici un travail langagé, génère du jugement. C'est une évaluation publique par les commentaires du professeur ou par les notes. Il n'est pas toujours facile d'accepter cette évaluation. Et faire une performance suivie d'une évaluation engendre plus classiquement un phénomène de trac ou d'appréhension. La classe est alors partie de la scène du théâtre, l'estrade du conférencier, la scène du concertiste, de ces situations où le sujet est mis à l'épreuve et reçoit une appréciation sur ce qu'il dit. Le professeur est le ministre. Mais ce qui différencie la classe des autres situations, c'est qu'ici, tous les interactions se voient soumis au jugement. Le professeur, lui aussi, sera qualifié de bon ou de mauvais pédagogue, de sévère ou d'indifférent, de sympa ou de pas sympa, etc. etc. Dernier point, quatrième point, le contenu langagier de ce qu'on dit. Ce qu'on dit en classe peut aussi provoquer des réactions émotionnelles. Il s'agit d'apprendre une langue, d'apprendre à communiquer dans différentes situations de la vie ordinaire. Et il arrive qu'on le touche à des aspects attenants à la vie personnelle des apprenants, vie personnelle qui peut être blessant, on ne s'en rend pas compte de ce qu'on dit, de ce qu'on provoque plutôt, ou des aspects qui touchent le corps. Et des thèmes franchissent la porte de la classe et peuvent inégalement, selon les individus, provoquer des réactions affectives. La tercera razón por la cual aparecen las emociones en clase, entonces, el hecho de ser juzgado. Cada uno está expuesto al juicio del otro, el aprendiz al del docente, pero también al de sus pares, el docente al de la clase. Toda situación de enseñanza incluye una sanción positiva o negativa. El trabajo, también lingüístico, genera juicio. Evaluación pública a través de los comentarios del docente o de sus notas. No siempre es fácil aceptar esta evaluación. Hacer una actuación seguida de una evaluación genera habitualmente pánico escénico. La clase sería como el escenario teatral, el estado del conferencista, el escenario del concertista, de las situaciones donde el sujeto está puesto a prueba y recibe una apreciación sobre lo que vale. Lo que diferencia la clase de las otras situaciones es que aquí todos los interactuantes están sometidos a juicios. El experto, el docente, también será calificado de bueno o malo, de severo, demasiado indulgente, etc. El último y cuarto punto, el contenido lingüístico o del lenguaje. Lo que uno dice también puede provocar reacciones emocionales. Se trata de aprender una lengua, de aprender a comunicar en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Sucede que se tocan aspectos relativos a la vida personal, también referidos al cuerpo, temas que pasan el umbral de la puerta de la clase y pueden, en algunos casos, en algunas personas, provocar reacciones afectivas.
j'ai vu l'exemple d'un professeur qui demandait qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end. Je demande ça. Alors, chaque élève a fait des choses extraordinaires. Et voilà qu'un apprenant, ce sont des adultes, n'a rien fait. Donc, simplement dire que j'ai rien fait pendant le week-end, vous voyez, ça peut être gênant. Donc, avec une question aussi banale que celle-là, on peut avoir provoquer des émotions. Et souvent, quand on provoque de l'émotion, ça provoque une émotion pour balancement, hein, en mouvement. Voilà. Donc, ça finit vers la fin. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, en conclusion, je vous ai présenté une étude qui est assez début et qu'il faudrait approfondir. J'espère que certains d'entre vous auront envie de travailler là-dessus. Dans les corpus dont je dispose, donc les entretiens d'autoconfrontation, je n'ai jamais demandé spécifiquement à l'enseignant quelles sont les émotions ressenties. C'est une expression libre et ce n'est pas spontanément qu'il parle de ses propres émotions. Je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est plutôt l'empathie des enseignants. Ils se mettent à la place de leurs élèves et ils ressentent leurs émotions. Ainsi, je crois qu'on peut dire qu'il y a deux grandes catégories. L'émotion projetée, c'est comme ça que j'appelle ça, celle des élèves, telle que la suppose l'enseignant, qui se met à leur place et qui est presque contaminée par leur angoisse, et l'émotion de l'enseignant lui-même, qui peut exprimer et que l'on peut ressentir avant ou pendant le cours, mais nous, professeurs, nous savons que les alors, ajoutons à cela, bien sûr, l'émotion qui est liée au stress, à la peur de ne pas terminer à temps, comme moi en ce moment, l'émotion simple, comme stratégie. Bref, la classe de langue nous montre de quelle manière les attitudes émotionnelles sont l'occasion d'un marquage, d'une forme de censure, mais comment aussi, dans l'intensité du discours, on peut parfois les trouver et déceler. Rechercher ou éviter, elles sont l'indice que quelque chose de fondamental est accompli, quelque chose de la relation du moi à l'autre. Et le jeu complexe qui les entoure, le jeu de cache-cache, d'exhibition partielle, est ambigu, car les émotions dérangent en même temps qu'elles permettent la coordination de l'action humaine en société. Bien, Chers participants, con respecto al punto 4, entonces terminando, dice, vi el ejemplo de un profesor que preguntaba, ¿qué hicieron el fin de semana? Entonces cada uno comenta cosas extraordinarias. Uno de ellos, adulto, no ha hecho nada. Entonces decir simplemente no hice nada durante el fin de semana, bueno, puede ser un poco incómodo. Con una pregunta tan banal también se puede provocar una emoción que puede ser contraria a la esperada, como un boomerang. Bueno, llegamos al final, espero que sigan todos allí. En conclusión, les he presentado un estudio que está en sus comienzos y que habría que profundizar. En el corpus que dispongo, durante las entrevistas de autoconfrontación, nunca pregunté específicamente al docente sobre las emociones vividas. Se lo deja expresar libremente y no habla de manera espontánea de sus emociones. Hay más bien lugar para comentar lo que los alumnos sienten. Lo que me llamó la atención es la empatía de los docentes. Se ponen en el lugar de sus alumnos y comparten sus emociones. Creo que podemos decir que existen dos grandes categorías. Por un lado, la emoción proyectada, la de los alumnos, así como la percibe el docente y que se pone en el lugar de ellos, contaminada con su angustia. Por otro lado, la emoción del docente, poco expresada, que se puede sentir antes o durante la clase y de la que nosotros docentes también sabemos que existe. Agreguemos a esto la emoción ligada al estrés, al miedo de no terminar a tiempo, como yo ahora, la emoción fingida como estrategia. En resumen, la clase de lengua nos muestra de qué manera las actitudes emocionales son objeto de enmascaramiento
de una forma de censura, pero también cómo es posible detectarlas en el intersticio del discurso. Buscadas o evitadas, son el indicio de algo fundamental que tiene lugar, algo de la relación del yo con el otro. El complejo juego que las rodea, el juego de las escondidas, de la exhibición parcial, es ambiguo, puesto que las emociones incomodan y al mismo tiempo permiten la coordinación de la acción humana en la sociedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Francina y a las intérpretes. Estamos pasaditos de tiempo, hay una pausa café y ya quedan las mesas. Nos seguimos encontrando en los pasillos. Gracias.